Bienvenue dans cette quatrième vidéo sur le réseau. On va parler aujourd'hui de TCP/IP. On a vu dans les 3 dernières vidéos sur le réseau comment on pouvait connecter et échanger des messages grâce notamment à des matériels comme des câbles RJ45 et des switches, des hubs ou même du Wi-Fi. Et on a vu que le protocole le plus répandu, celui qui était le plus efficace, était le protocole Ethernet. Mais seulement ce protocole marche avec un adressage MAC en local. Et on va voir en fait que tous ces petits réseaux locaux, si on les regroupe, on les interconnecte avec d'autres mécanismes, on va parler de routeurs dans cette vidéo, et bien grâce au routeur, on va être capable de pouvoir envoyer des messages à travers plusieurs réseaux locaux, et c'est ce qui donne Internet aujourd'hui. Internet n'est ni plus ni moins qu'un regroupement de plusieurs réseaux locaux. Ce cours sur TCP/IP est un peu long, du coup je vais découper cette vidéo en 2 parties. Il y aura d'abord une partie sur l'interconnexion des réseaux et une partie générale sur comment cela fonctionne. Et dans une deuxième vidéo, on parlera plus de l'IP, des mécanismes de routage et de voir un peu comment ces paquets IP arrivent à traverser les réseaux pour aller d'un point A à un point B, par exemple de chez vous jusqu'à un serveur Google aux États-Unis. Donc c'est parti pour découvrir tous ces mécanismes dans cette vidéo. Ce qui est important à retenir ici, c'est que le plus grand des réseaux qu'on connaît aujourd'hui, c'est Internet. Et qu'Internet, ce n'est pas une invention, c'est juste un regroupement de plusieurs réseaux locaux qui fonctionnent encore aujourd'hui sur le protocole Ethernet. Pour pouvoir bien suivre cette vidéo, on a besoin de revoir l'échange de données entre 2 ordinateurs, donc la liaison série. Revoir un peu le binaire, l'hexadécimal, parce qu'on va beaucoup parler de binaire et d'hexadécimal dans cette vidéo aussi. Et revoir surtout le protocole Ethernet, donc le protocole qui permet d'échanger un message sur un réseau local. Dans une première partie de cette vidéo, on va étudier la différence entre la norme OSI qu'on a vu dans les autres protocoles réseau et la norme TCP/IP qui est la norme utilisée sur Internet. Et on verra pourquoi il y en a 2. Comment on a pu faire en sorte que tous les réseaux locaux de toutes les entreprises et de tous les particuliers soient regroupés ensemble pour faire un grand réseau qui s'appelle Internet, et pourquoi aujourd'hui, derrière notre box Internet, on est encore sous un réseau local qui lui n'est pas sur Internet. On verra bien sûr le protocole le plus répandu sur la couche réseau qui est le paquet IP, et puis on verra bien sûr les mécanismes de routage. Alors un réseau est un ensemble d'éléments qui partagent des ressources communes, et on va voir aujourd'hui qu'il est possible de partager une ressource à travers plusieurs réseaux. C'est bien l'interconnexion des réseaux, on est sur un modèle TCP/IP. Pour parler du modèle TCP/IP, j'ai besoin de revenir sur le modèle OSI qui est un modèle à 7 couches que vous devez connaître par cœur normalement maintenant. On retrouve la couche physique qui est le support de transmission, ça peut être par câble, par lumière et fibre ou par ondes électromagnétiques. Que la couche physique, c'est bien 2 machines entre elles qui s'envoient un message. On a la couche liaison qui permet de connecter les machines physiquement entre elles. Avec cette liaison-là, on en branche plusieurs entre elles, donc on retrouve ici les switches et les hubs qui permettent de connecter toutes ces machines entre eux, et on arrive à échanger des messages sur un réseau local. C'est-à-dire on rajoute plus d'une machine, donc là on a besoin d'un système d'adressage, et on va parler de l'adresse MAC et des trames Ethernet. Aujourd'hui on va parler de l'interconnexion de tous ces réseaux locaux qui donnent Internet aujourd'hui. On va pouvoir interconnecter plusieurs réseaux entre eux, et on va rajouter les routeurs, que j'appelle ici dans cette vidéo R1 routeur, qui va permettre d'interconnecter les réseaux entre eux. Et puis la couche 4, c'est le TCP/IP, et la couche 5, on retrouve session, présentation, application, c'est tous les protocoles applicatifs que l'on connaît aujourd'hui, mais ça définit la norme. Aujourd'hui, on est dans un modèle OSI, mais il y a Internet. Et en fait, Internet se cale sur le modèle OSI, mais en fait, l'astuce, c'est que c'est le modèle OSI qui s'est calé sur Internet. Pourquoi? Parce que Internet, c'est arrivé avant que la norme se dise, on va faire une norme réseau. Du coup, on a la norme TCP/IP qui est ici, avec une couche liaison, une couche Internet, une couche transport, donc c'est là où on va retrouver le TCP, et puis une couche application, on va retrouver tous les protocoles Internet que l'on connaît, HTTP, FTP, etc. etc. Les PDU, donc les types de données que l'on trouve dans le modèle OSI, on a le bit, la trame, le paquet IP, le segment TCP, et puis les données. Et puis, du coup, si on fait une analogie par rapport au modèle TCP/IP, on va avoir Ethernet 2 dans la couche de liaison, on va parler d'IP dans la couche numéro 2, la couche réseau. Dans la couche 3, on va parler de TCP/UDP, donc de segment TCP. Et puis dans la couche 4, on va parler des autres protocoles. Donc là, dans cette vidéo, on se situe plutôt à ce niveau-là, au niveau de l'IP. On ne parlera pas du TCP/UDP pour le moment, mais on a besoin de maîtriser ce qu'est Ethernet 2, puisque les paquets IP, vous verrez dans cette vidéo,
sont inclus dans les trams Ethernet 2. Dans une deuxième partie, on va voir le principe d'interconnexion réseau. Pour identifier une machine sur un réseau local, on utilise donc une adresse MAC. Une adresse MAC est un identifiant unique donné par les constructeurs des matériels. Chaque constructeur a son propre code et chaque constructeur a son incrémentation de numéro de machine. Donc il n'existe qu'une unique adresse MAC par matériel dans le monde. Lorsque cette machine-là, E2, veut envoyer un message à E3, elle envoie une trame avec l'adresse MAC source et l'adresse MAC destination. Alors tout le monde reçoit le message, hein. Ici on reçoit aussi le message, mais les cartes réseau vont analyser l'adresse MAC de destination et seul le message va être reconnu par le matériel. Donc là en fait on a envoyé un message au routeur, le routeur va avoir le message. Dans la suite de cette vidéo, je vais utiliser des gros ronds bleus ou de couleur avec des traits pour matérialiser les matériels réseau et les liaisons. Ici par exemple vous avez des PC Ethernet. Donc voilà comment je représente moi dans la suite de ce cours un réseau local. Ici vous avez 3 machines qui est relié à un routeur qui va permettre de connecter un autre réseau avec un autre routeur. Et là on commence à voir le découpage d'Internet. C'est un ensemble de réseaux locaux qui sont connectés et interconnectés entre eux. Et vous pouvez remarquer ici par exemple que ce routeur là a 3 directions, que ce routeur là a 2 directions. Et que si on veut passer un message d'un point à un point B, on doit passer par plusieurs routeurs. Alors, petite information de vocabulaire, lorsqu'un routeur n'a que 2 interfaces, on appelle ça un pont, c'est qu'il fait le pont entre un réseau A et un réseau B. Lorsqu'un routeur a plusieurs interfaces, on appelle ça un routeur standard, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme à l'intérieur qu'on verra dans cette vidéo qui permet de choisir la bonne route. Donc là, si je reviens sur cette vidéo, pour aller à ce PC1 ici, qui est sur un autre réseau local, on est passé par ce routeur numéro 1 et ensuite on est passé par ce routeur numéro 2. Alors là, si je veux retracer le tracé que j'ai fait en orange dans la diapo suivante, effectivement sur le premier réseau local, c'est ce PC1 qui envoie un paquet Ethernet à l'adresse MAC du routeur. Bien sûr, les informations passent aussi à l'autre PC, mais l'autre PC, comme ce n'est pas l'adresse MAC de destination, il ne va pas s'occuper de la trame. Donc la trame va aller jusqu'au routeur 1. Ensuite, le routeur 1, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il sait dans son mécanisme, et on verra pourquoi après, il va envoyer le message à destination du routeur 2, puisque le PC1 qui avait envoyé le message ne voulait pas envoyer un message à ce PC-là, il veut envoyer un message qui se situe ici. Donc ça passe par le routeur 2 et on verra pourquoi. Et du coup, là, on se retrouve sur un autre réseau local. Le message va partir, donc l'adresse MAC EC va envoyer un message à l'adresse MAC ED, donc l'adresse MAC ED, c'est celle qui est ici. Alors le message électrique arrive aussi ici, mais pareil, ici comme c'est l'adresse MAC E9, le message n'est pas traité par le PC. Je rappelle que sur un réseau local, lorsqu'il y a une trame qui circule sur le réseau, tous les PC ont l'information de cette trame, mais comme ils ne sont pas les destinataires de l'adresse MAC, ils ne s'en occupent pas. Alors après, quand vous mettez des switches qui sont un peu plus intelligents, ils arrivent à aiguiller les paquets Ethernet selon les machines qui sont branchées, mais en général, tout le monde voit les trames, mais la carte réseau n'interprète que sa propre trame qui lui est destinée, avec l'adresse MAC de destination. Le routeur R1, lui, connaît l'adresse MAC du PC1. Il envoie une trame Ethernet avec l'adresse MAC source ED vers l'adresse MAC source AE et non E8. Donc le message va partout sur le réseau local, mais seul le PC1 va récupérer l'IP. Pour atteindre PCB sur un autre réseau, on a dû parcourir ce chemin-là. On a dû traverser 2 routeurs. Donc, il y a eu une première trame d'envoyer entre PC1 et routeur 1. Donc, l'adresse MAC de destination était bien routeur 1 à ce moment-là. Et l'adresse MAC source était PC1. Ensuite, par contre, le routeur 1, lui, il a l'information pour PCB. Mais il doit passer par R2. Et on verra pourquoi il a choisi ce chemin-là plus tard, dans la deuxième vidéo. Mais en gros, il a envoyé une trame avec la source MAC, c'est R1. Et puis, l'adresse destination, c'est l'adresse MAC R2. Alors pourquoi il met l'adresse MAC R1 et il ne garde pas l'adresse MAC source PC1? Eh bien parce que R2, quand il va vouloir répondre pour envoyer le message à PC1, eh bien lui, R2 ne connaît pas PC1. Il ne connaît que ça dans son réseau R2. Vous voyez? PC1, il ne connaît pas. Du coup, il a besoin de l'adresse MAC source qui vient d'ici pour pouvoir renvoyer le message quand il y aura une réponse. Ensuite, le message va vers PCB, donc R2 connaît la destination de PCB. Il envoie une trame Ethernet vers PCB avec l'adresse MAC source qui est R2, toujours pareil, pas R1 parce que PCB ne connaît que R2 sur son propre réseau. Et c'est comme ça que les trames circulent
Donc on voit bien que c'est un enchaînement de trames Ethernet qui sont différentes à chaque passage de routeur. Souvenez-vous de ça, c'est très important. La trame Ethernet change entre le passage de chaque routeur et on va voir pourquoi dans la prochaine vidéo. Alors comment cela est possible? Eh bien tout simplement, la réponse se situe dans cette partie de données. Donc là on a vu comment un message pouvait circuler de réseau en réseau, donc toujours avec le même mécanisme Ethernet, mais en fait dans la trame Ethernet, il va transporter une information qui concerne l'IP pour pouvoir avoir une identification d'un autre réseau et d'une autre machine sur Internet. Donc troisième partie, on va étudier les paquets IP sur un réseau. Donc on a vu que la donnée pour aller d'un point A à un point B se situait ici. Principe d'encapsulation, vous avez votre trame Ethernet qui est ici, vous avez les données de la couche supérieure qui est ici, donc la couche numéro 3, la couche réseau, puisque ici c'est la couche liaison, et dans ce paquet se retrouve toute cette information-là. Donc si je veux être le plus réel possible et proche de la réalité, vous allez avoir un enchaînement de bits, c'est-à-dire des 0 et des 1 qui concernent une partie de la trame Ethernet. Et puis, ici dans les données, vous avez à l'intérieur de la trame principale des 0 et des 1 qui représentent les informations de la couche supérieure qui est ici l'IP. Donc voilà un datagramme IP. Il est composé d'un ensemble d'informations de champs qui n'est pas obligatoire d'apprendre par cœur. Il faut juste retenir que vous avez aussi des données dans un paquet IP et on va retrouver ici, en gros, ici ça va être les informations TCP de la couche 4. Et nous, on va se préoccuper, c'est l'adresse source et l'adresse destination, parce qu'on va vouloir aller sur un PC et un réseau qui se trouve ailleurs dans le monde et pas forcément dans notre réseau local ou à côté de notre réseau local. C'est un schéma qui représente les bits et le rangement des bits dans la trame Ethernet. Finalement, c'est rangé comme ça. Vous allez avoir un ensemble de 0 et de 1 qui est rangé dans les petites cases. Donc une ligne, ça représente 32 bits et puis 20 bytes, byte égale octet. Donc vous allez avoir l'entête qui va représenter tous ces bits-là, d'accord, avec l'adresse ici, l'adresse de destination. Les options, généralement, il n'y en a pas, c'est pour une évolution de la norme. Et puis après, vous avez le data. Donc ici, par exemple, j'ai mis en data, ça peut aller jusqu'à 65 000 octets. Mais en gros, ici, j'ai mis le caractère A qui est envoyé en série depuis le début de ces cours, hein, qui représente le chiffre 65. Donc chiffre 65 ici. Donc en fait, tous ces bits qui sont ici à l'intérieur de la trame Ethernet se lisent comme ça, hein. Ils vont à la ligne et puis, en fait, ils sont en une seule ligne. Je rappelle qu'à la fin, sur le câble électrique, les bits partent en série les uns après les autres électriquement, hein. Ces bits-là partent comme ça de manière électrique, d'accord, avec des variations de 1 et 0. Et ça, c'est en série sur un seul câble et avec la masse qui permet de contrôler l'état haut ou bas du bit. Le principe d'encapsulation, c'est le fait d'avoir ces couches qui sont les unes à l'intérieur de l'autre. Donc là, en fait, la couche réseau, elle possède à l'intérieur toutes les autres couches qui sont dessus. Et ce datagramme, donc c'est le datagramme IP, hein, qu'on a vu juste dans la diapo précédente, et ben ce datagramme IP, il est dans la trame Ethernet à l'intérieur, qui lui-même après part dans la couche physique. Donc là, j'ai ma trame Ethernet qu'on avait vu dans la vidéo 3. On voit bien que les couches supérieures sont situées ici. Ça reste un ensemble de 0 et de 1 qui sont à l'intérieur. Donc voilà. Et puis après tout ça part dans la trame physique, parce que sur le support physique, que ce soit en Wi-Fi ou en filaire, et si bien que quand on parle d'une trame réseau ou d'un message réseau, en fait on va retrouver toutes les couches les unes dans les autres. On va retrouver ici par exemple la plus petite des couches, celle tout en haut, la couche application avec notre information. Donc ici c'est le caractère A qui est envoyé ici. Et puis autour on va retrouver ici la couche 6, la couche 5, la couche 4, la couche 3, donc là on va avoir les informations ici IP avec l'adresse source et destination, c'est ce qu'on a vu dans la diapo précédente, et puis des informations sur l'adresse MAC source et destination qui sont ici, et puis des informations sur la couche physique qui sont des informations de début de trame et de fin de trame. Et puis à la fin, donc tous ces bits qui se retrouvent à la fin, ce sont ni plus ni moins que la fin de chaque couche, et généralement on y trouve les CRC des couches successives les unes après les autres. Ici, le datagramme IP permet de repérer les informations IP selon sa position dans les bits envoyés. Et en vert, ici, on va avoir l'entête TCP/IP qu'on retrouve ici. À l'intérieur, on va avoir les couches qui sont au-dessus, donc TCP, application, HTTP, tout ça. Et puis, la data au milieu. Et on voit bien que dans la tête, c'est ici qu'on va avoir l'adresse IP. Donc, par exemple, dans ce découpage de bits ici, on va retrouver l'adresse source et puis l'adresse destination. Voilà, si vous voulez représenter, toutes les informations de l'entête IP se retrouvent ici au niveau de la trame. Alors, l'IP, c'est très important. Je vais reprendre l'IP de ce PC là, la 192.168.0.1, je la découpe ici. En
fait, une IP, c'est sur 4 octets. Ça veut dire elle est sur 32 bits. Nous, on la voit en tant que IP de ce format-là, avec 4 chiffres ou 4 nombres, mais en fait, c'est 4 octets et un octet, c'est 8 bits. Il faut obligatoirement passer par un découpage binaire, qu'il faut en fait décomposer chaque nombre de l'adresse IP en binaire pour pouvoir travailler sur des exercices réseau. Il est impossible de pouvoir réaliser des exercices réseau et de détecter des problèmes réseau si on se base uniquement sur les chiffres que nous montre une adresse IP, puisque ces chiffres-là sont plus pour un utilisateur lambda, pour voilà, il saisit une adresse IP. Mais quand on fait du réseau, on a besoin de savoir ce que représente une adresse IP et je vais vous le montrer tout de suite. Donc 192, ça représente ça en binaire. Hop, 168, ça représente ça. 0, ça représente ça. Bon, là, il y a une erreur. Hein. Et 1, ça représente ça. Ici, 198, 108, 0, 1, ça représente ça. Et en fait, une IP est toujours associée à un masque. En fait, le masque de sous-réseau qu'on entend parler à chaque fois, il a une importance capitale dans une adresse IP et vous allez tout de suite voir pourquoi. Il faut toujours qu'une IP soit associée à un masque de sous-réseau. Voici comment on le représente. Un masque de sous-réseau, soit il est défini par un nombre de bits, donc vous avez votre adresse IP / un nombre de bits, ce sont toutes les bits à 1 qui seront positionnés à gauche. Donc par exemple, 192, 168, 01, il est représenté ici. /22, c'est-à-dire qu'on va avoir 22 bits à 1 ici, d'accord? Et le reste sont des bits à 0. Ou alors, on a une version plus simple, sous forme visuelle de nombre décimal. On aura 255, 255, ici 252, ici 0. Donc c'est un masque que j'ai pris. Donc le masque sur 22 bits, c'est 255, 255, 252, 0. Et c'est pas 3 fois 255 comme on a l'habitude de le voir dans les réseaux de particuliers. Et en fait, un masque, voilà à quoi ça sert. Dans une adresse IP, il y a un masque associé et un masque en fait permet de définir quelle est la partie réseau de la partie machine d'une adresse IP. En fait, une adresse IP, c'est une double information. Il y a l'information du réseau et l'information de la machine. C'est comme ça qu'on va pouvoir identifier un réseau dans le monde et une fois qu'on arrive dans ce réseau, c'est comme ça qu'on va pouvoir identifier la machine de ce réseau local. Donc le masque est défini et il est superposé à l'adresse IP et on va faire une séparation entre là où il y a les 1, là où il y a les 0. Voilà pourquoi on a un masque et du coup, on a la partie réseau qui est au-dessus des bits de 1 et la partie machine qui est au-dessus des bits à 0. Voilà la chose importante. Du coup, ça amène deux petites subtilités. Quand tous les bits sont à 0 de la partie machine, on appelle ça une adresse de réseau. C'est une IP réseau. Par exemple, 192.168.0.0, c'est une IP réseau. Et quand tous les bits sont à 1, donc là où on avait séparé, hein, je vous rappelle qu'on avait séparé ici via le masque. Hein. Quand tous les bits sont à 1, on appelle ça une IP de broadcast. Donc là, 192.168.3.255, hein, parce que 3 c'est ici, hein, ça vaut 3. Prends cadre là, ici on va mettre 3, et c'est une adresse de broadcast. Alors vous comprenez maintenant, il n'est pas possible de faire d'opération réseau si on ne passe pas par le binaire. Parce que vous voyez ici, je découpe, c'est par exemple s'il y avait 168 et j'essayais de le découper au milieu, c'est pas possible. Un nombre décimal ne peut pas se découper aussi facilement. Tandis que 168, ça fait ça, je peux le découper au milieu, et ici j'aurai 8, 4, 8, si j'aurai 8, et ici j'aurai 10. Donc voilà pourquoi on est obligé, à chaque fois qu'on a un exercice de réseau, de décomposer notre adresse IP. Là, je vais terminer cette vidéo sur la présentation IP, donc c'est la première partie. Je vous propose un exercice pour voir si vous avez bien compris. Je vais vous donner une IP et vous allez me dire si c'est une adresse de réseau ou de broadcast et vous verrez qu'il y a une petite subtilité. Donc par exemple, parmi cette IP et ce masque, un masque particulier, donc on n'est pas dans le cadre d'un masque 255.255.255.0, c'est pas du tout ce masque-là. Quand on a 23 bits, il faudra vérifier. Si vous avez votre adresse IP, vous allez devoir faire le découpage et vous allez voir, vous allez analyser les 0 ou les 1 qui restent du côté gauche et vous verrez qu'il y a une particularité. Il faut savoir si c'est une adresse réseau, une adresse de broadcast ou une adresse de machine.